Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette dernière séance du séminaire consacrée à l'avenir de la zone euro. Tout au long de ce séminaire, nous nous sommes efforcés d'aborder les thèmes qui nous paraissent essentiels pour comprendre l'avenir de l'Europe. Les 3 séances précédentes nous ont montré que ce sont des institutions non élues, en premier lieu la Banque Centrale Européenne, qui ont pris les décisions les plus importantes pour gérer la crise. En plus de ça, les intérêts nationaux ont persisté dans les réformes structurelles de la zone euro, par exemple avec l'union bancaire, comme on l'a vu. Et finalement, on en arrive à un point où on se demande s'il n'y a pas que 2 alternatives, soit aller vers le fédéralisme complet, soit le repli national. Le fédéralisme complet apparaissant comme quelque chose d'utopique. Donc aujourd'hui, nous concluons ce cycle avec la question qui est à nos yeux la plus fondamentale, celle de la légitimité démocratique des institutions européennes, ainsi que la question de leur devenir. Nous sommes heureux d'accueillir Thomas Piketty, professeur à l'École d'économie de Paris, que l'on ne présente plus, et Xavier Tinvaux, spécialiste de macroéconomie, directeur principal de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Tous deux ont beaucoup réfléchi à cette question de la légitimité démocratique et à l'avenir des institutions européennes, et notamment celle de la zone euro. Ils ont tous deux co-signé le manifeste pour une union politique de l'euro, paru en février 2014, manifeste dans lequel ils proposent des réformes du budget européen ainsi que de son financement et des organismes législatifs et exécutifs de la zone euro. Thomas Piketty a choisi d'intituler son recueil de chroniques paru entre 2005 et 2011 dans le Figaro « Peut-on sauver l'Europe ?» Le Monde. Et dans Libération, pardon. Libération. Ça, c'est une faute de goût, ça. Pourquoi pas, hein. Et donc, posant ainsi la question qui l'a préoccupé pendant toutes ces années, en parallèle de son travail de recherche sur les inégalités. Un New Deal vert pour l'Europe, une Europe divisée à bout de souffle. Les titres des articles et des notes de Xavier Tinvaux parus l'année dernière évoquent également ce même sentiment d'urgence. Plus que tout, la crise que nous traversons aujourd'hui a mis au jour le manque de légitimité démocratique dans la prise de décision des institutions européennes. Et cela remet inévitablement en question l'avenir d'une Europe où, disons, les partis anti-européens parlent de plus en plus aux électeurs. Aujourd'hui, nous souhaitons donc entamer avec nos 2 intervenants une discussion sur les problèmes, sur ces problèmes pour voir émerger des solutions pour l'avenir. Dans un premier temps, pendant la première demi-heure, chacun d'eux nous présentera sa vision de la situation actuelle. Dans la seconde partie, nous les relancerons avec Antoine pour des questions pour ouvrir sur le débat. Et enfin, dans un dernier temps, dans la dernière demi-heure, vous pourrez à votre tour leur poser vos questions. Merci beaucoup de cette invitation sur un sujet qui nous est cher tous les deux. Enfin, on avait commencé à discuter de ces questions il y a de ça un peu plus d'1 an. Et je pense qu'on partage vraiment tous les deux, mais en fait, je pense qu'on est plein à le partager, un sentiment de profonde insatisfaction. C'est-à-dire que je pense que d'un côté, on a un sentiment européen qui est assez fortement inscrit en nous, parce qu'on croit aux prémices du projet européen. On souhaite une Europe qui est à la fois prospère, qui permet l'émancipation des citoyens, et qui exerce sa souveraineté dans un monde où c'est nécessaire de le faire. C'est-à-dire que dans la mondialisation, on a besoin de cet espace qui est capable de mettre en œuvre des réponses à la mondialisation et qui font que la mondialisation peut être quelque chose d'acceptable et de profitable à chacun d'entre nous. Donc, par rapport à ça, en étant profondément européen, de notre côté, on est aussi extrêmement inquiet. Alors, inquiet évidemment par le repli, l'effondrement de l'Europe, mais inquiété aussi par le discours qu'on entend, qui nous dit cette Europe aujourd'hui, elle est au milieu du gué et il faut qu'elle continue d'avancer pour pouvoir exister. C'est-à-dire que si aujourd'hui elle n'avance pas, elle va mourir, elle va disparaître. Et en fait, il faut avancer vers quelque chose qui est soit, dans le meilleur des cas, une espèce de sceau fédéral un peu flou, dont on ne connaît pas les contours, soit dans quelque chose qu'on pourrait qualifier d'une forme de dictature technocratique bienveillante, mais qui resterait une dictature, et qui, en fait, nous ferait presque, du coup, souhaiter l'éclatement, parce que, finalement, ça pourrait être pire que ce que c'est aujourd'hui.
Et donc par rapport à ça, il nous paraît important de réagir et de donner un tout petit peu de sens à ce qu'on appelle la légitimité démocratique. Légitimité démocratique que beaucoup de gens annoncent, cherchent, proposent, mais qui en même temps ne nous paraît pas satisfaisante. Et au fil des événements et des traités qui sont proposés au vote, ou des institutions qui sont bâties, ou des décisions qui sont prises par les institutions existantes, comme la BCE, on se rend compte qu'en fait, ces choses-là avancent sans légitimité démocratique, et que la légitimité démocratique, c'est plus un leurre que véritablement quelque chose de solide. Alors, pour essayer d'être constructif dans ce débat, j'en suis, en tout cas personnellement, peut-être que Thomas différera de moi sur ce point, mais arrivé à la conclusion qu'il nous faut quelque chose qui ne soit pas du fédéralisme, mais qui réponde pour un certain nombre de champs, pour un certain nombre de fonctions, qui répondent à l'exigence de souveraineté européenne et de légitimité démocratique. Et il nous faut inventer un modèle qui n'est pas celui du fédéralisme, mais qui n'est pas non plus celui de la confédération. Pour aller très vite, une confédération, c'est un système dans lequel chacun des membres de la confédération accepte d'appliquer les décisions qui sont prises en commun. Et donc une confédération est assez peu puissante, dans le sens où quand il y a un des membres de la fédération qui refuse, elle est paralysée. Et donc généralement, une fédération, en fait, une confédération, elle est dominée par un des membres. Puis de l'autre côté, la solution à ça, c'est le fédéralisme, où on abandonne sa souveraineté à quelque chose de supranational. Et donc là, évidemment, le problème est résolu. Il ne peut pas y avoir de membres dominants ou de membres dissidents. Mais en contrepartie, il faut accepter ce fédéralisme. Il faut une constitution, il faut définir les pouvoirs des uns par rapport aux autres. Il faut souvent une crise majeure pour y arriver. Et puis je pense que nous, Européens, on n'a pas envie de ça. On n'a pas envie de ça pour des tas de raisons. On n'a pas envie de ça parce qu'on n'est pas prêt à faire citoyen avec les Allemands ou les Grecs. On est prêt à être Européen avec eux, mais pas à être citoyen avec eux. Parce qu'on est attaché à un certain nombre de choses. L'école normale supérieure en est une. Et on n'a pas envie de dissoudre nos systèmes éducatifs dans le système éducatif des Néerlandais. Non pas que leur système éducatif ne soit pas sympathique ou ne soit pas plein de vertus, mais on a une histoire, on a une pratique, et on a des débats, on a des compromis qu'on a bâtis entre nous, qu'on ne souhaite pas voir aujourd'hui dissous dans un espace européen. Alors, pour trouver une solution à ça, une proposition qui ressemble beaucoup à celle qu'on avait faite dans le manifeste pour une zone euro, mais il y a quelques points de différence, et du coup, ça pourra peut-être faire un débat avec Thomas. Ce serait bien. Ça serait un Parlement de la zone euro que moi, personnellement, je vois comme une assemblée qui se voit déléguée par les souverains, les parlements nationaux, un certain nombre de marques de l'autorité. Et donc, les parlements nationaux, qui restent souverains, abandonnent partiellement leur souveraineté pour la confier à cette assemblée. Alors, en déléguant leur autorité, ils restent souverains, et en particulier, ça résout un problème, c'est qu'ils peuvent revenir en arrière, évidemment, sur cette délégation d'autorité. Ils peuvent décider qu'ils délèguent leur autorité pour une période de temps donnée, et qu'au bout de cette période de temps, on évaluera le résultat de ça, et on reviendra sur les termes de la délégation d'autorité. Donc, il y a une espèce de procédé par lequel, en fait, on confierait aux parlements nationaux de l'Europe, de la zone euro, par exemple, une espèce de processus constituant presque continu et permanent, où on se poserait la question de savoir qu'est-ce qu'il est intelligent, pertinent, obligatoire de déléguer à une assemblée de la zone euro, qu'est-ce qu'on doit garder au niveau national, et puis pouvoir garder une réversibilité dans tout ce processus. Alors, quelles seraient les fonctions qu'on pourrait transférer à un Parlement de la zone euro? Donc, un Parlement de la zone euro, ensuite, qui représenterait chacun des peuples européens ou de la zone euro, représentés comme il se doit,
et donc qui délibérerait et qui pourrait prendre un certain nombre de décisions ou instruire un certain nombre de décisions qui seraient ensuite prises par d'autres voies. Mais imaginons qu'ils prennent un certain nombre de décisions, et donc essayons de voir quelles sont les décisions qu'on pourrait confier. Ben, il y a une première décision qui me paraît assez symbolique, qui conduirait pas peut-être à beaucoup de conséquences, mais qui serait très importante. Ça serait d'avoir la possibilité de modifier les statuts de la Banque centrale européenne. Aujourd'hui, la Banque centrale européenne, c'est un objet dont les statuts ne peuvent pas être modifiés. Il faut l'unanimité des 28 pays membres de l'Union européenne. Ce n'est même pas ceux de la zone euro qui sont concernés par cela. Il y a, au début de l'année, un juge de la Cour de justice européenne qui a rendu son avis sur la question de savoir si l'OMT, l'Outright Monetary Transaction, était quelque chose de légal. C'était une question qui était posée par la Cour constitutionnelle allemande. Les citoyens allemands s'en sont inquiétés. Ils sont allés voir leur Cour constitutionnelle qui a dit « Ouh là là, c'est un sujet compliqué, je ne peux pas le traiter, il faut que je le passe à la Cour de justice européenne. » C'est une première dans l'histoire constitutionnelle allemande que la Cour constitutionnelle allemande se déclare pas compétente sur le sujet et reconnaisse une autorité supérieure à elle-même. La Cour européenne de justice a rendu son avis et elle a dit l'OMT est un sujet, alors c'est extraordinaire, un sujet très technique sur lequel nous ne pouvons pas donner un avis. Et donc là, on arrive à un schéma qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on a une institution qui porte la monnaie unique, mais dont les statuts et l'interprétation des statuts échappent à tout. La seule façon de faire atterrir cette interprétation et de faire atterrir les statuts de la BCE, c'est l'unanimité des gouvernements des 28 pays. Et encore, il faudrait qu'ils changent les traités. Et pour changer les traités, il faudrait même aller au-delà, puisqu'il faudrait, pour un certain nombre de pays, des référendums. Ce qui est un facteur de blocage. Donc il faudrait demander aux Polonais, est-ce que vous êtes d'accord pour cette modification des statuts de la Banque centrale européenne, sachant qu'on n'est pas sûr qu'un jour les Polonais entrent dans l'euro. Donc on est quand même dans un cas extraordinaire. Et là, on pourrait symboliquement confier à ce Parlement de la zone euro la décision sur ces statuts. Alors ça changerait tout, parce que quand le gouverneur de la Banque centrale va discuter devant la Commission ou devant le Parlement européen, il y a une commission au Parlement européen qui fait des auditions de la Banque centrale européenne. Bon, la présidente de la Commission a été pendant longtemps une Anglaise, ce qui est aussi assez spectaculaire. Parce que la monnaie unique, c'est quelqu'un dont la monnaie est la livre qui procède aux auditions. Et en plus, cette personne-là ou cette commission, ce Parlement n'a aucun pouvoir sur la Banque centrale européenne. Donc la Banque centrale européenne, le gouverneur y va pour expliquer sa politique. Mais qu'est-ce qu'on peut lui dire? Rien. Si jamais il y a un problème, si jamais on juge qu'il ne fait pas son travail, est-ce qu'on peut le menacer de quoi que ce soit? Non. Il est indépendant et ses statuts ne peuvent pas être modifiés. S'il était face à une assemblée qui peut modifier ses statuts, là, le dialogue serait d'une nature complètement différente. Ce serait un dialogue avec une relation hiérarchique parfaitement claire, et les choses s'établiraient différemment. Non seulement ça lèverait l'incertitude juridique dans laquelle on est aujourd'hui, mais en plus, ça donnerait un sens au contrôle démocratique. Alors vous voyez, il n'est pas question de dire la Banque centrale doit financer les États dans leur déficit, la Banque centrale ne doit plus être indépendante, on doit fixer la cible d'inflation de la Banque centrale comme ceci ou cela, ou il faut mettre d'autres objectifs dans les statuts de la Banque centrale. Et même, je veux dire, ne parlons même pas de ça. Parlons de savoir qui peut proposer quelque chose de différent pour les statuts de la Banque centrale européenne. Est-ce que c'est possible et par quelle procédure ça peut passer? Et aujourd'hui, ce n'est pas possible. Après, si on est tous d'accord en Europe, avec les Allemands, les Espagnols, les Italiens, qu'il y a une majorité ou une majorité très qualifiée pour modifier les statuts et dire il faut intégrer le chômage dans les statuts, dans les objectifs de la Banque centrale européenne, dont acte. Il y a une volonté légitime, démocratique pour le faire. Faisons-le. S'il n'y en a pas, et si on pense qu'il faut au contraire conserver un modèle de banque centrale très indépendante, soit on peut aussi le faire dans ce cadre-là. Donc vous voyez, c'est pas remettre en cause l'indépendance de la Banque centrale des gouvernements de la zone euro. Ça, c'est un principe qu'on peut garder, qu'on peut juger pertinent, et qu'il faudra discuter et négocier avec tous nos partenaires politiques. Mais aujourd'hui, si on veut construire cette Europe, par ce genre de choses assez symboliques, on peut arriver à quelque chose. Alors, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres chantiers assez urgents. Il y a un débat qu'on pourrait avoir
avec Thomas, c'est sur est-ce qu'il faut un budget de la zone euro ou pas. Personnellement, je m'arrêterai là-dessus, je ne pense pas qu'il faille un budget de la zone euro. Je pense qu'aujourd'hui, les parlements nationaux ont toute légitimité à construire des budgets et à les faire vivre. Donc on pourrait souhaiter d'une Europe qui a un budget et qui est capable de l'utiliser. En fait, ça existe déjà un peu, c'est le Parlement européen. Dans cette évolution vers une Europe plus démocratique, il ne faut pas forcément détruire le Parlement européen dans sa fonction actuelle, qui est quand même une progression vers plus de démocratie en Europe. Donc déposséder le Parlement européen de ce qu'il a à peine aujourd'hui, sur lequel il a à peine la main, ça serait peut-être dommage et pas respectueux de tout le travail qui a été accompli. Et puis de l'autre côté, en fait, on n'a pas vraiment besoin qu'une assemblée décide à la place de la France de son budget. Par contre, que dans le semestre européen, sur les indications qui sont données sur la zone euro, une assemblée puisse se prononcer avec une certaine légitimité plus grande aujourd'hui que la Commission, pour dire à la France, on a bien examiné la situation macroéconomique en Europe et on pense qu'il est le temps aujourd'hui de commencer à réduire sa dette publique, parce que les circonstances conjoncturelles le permettent, et donc on vous en donne une injonction assez forte. C'est un message qui pourrait être passé au Parlement et qui pourrait l'intégrer avec un tout petit peu plus de respect que la façon dont c'est fait aujourd'hui. Et qui aussi conduirait à une autre chose, c'est qu'on n'aurait pas à appliquer les règles idiotes du pacte de stabilité, mais qu'on pourrait, par cette Assemblée, en faire une interprétation. Et donc, sans avoir de budget, on peut parler de budget. Donc, et ça serait aussi un pas très important vers quelque chose qui n'est pas du tout fédéral. Chaque État reste souverain. Il y a la délégation d'autorité peut être faite de façon temporaire et réversible, mais où on peut commencer à exercer un contrôle citoyen et du fameux citoyen européen sur un certain nombre de sujets qui sont très importants. C'est de là pour commencer. J'en ai quelques autres dans ma musette. Thomas Piketty va poursuivre par un exposé d'une dizaine de minutes également sur le même sujet. Très bien, merci. Bon, d'abord, merci aux organisateurs, merci à Xavier d'être ici. Je pense qu'on a, avec Xavier, on partage notamment deux convictions, deux sentiments. C'est d'abord le sentiment d'un très grand gâchis quand on voit la situation actuelle des pays de la zone euro et de la façon dont on a traversé la crise depuis 2008. Et d'autre part, la conviction qu'on a besoin d'une véritable refondation, voire révolution démocratique des institutions de la zone euro si on veut pouvoir mener des politiques de progrès social, de progrès économique, de progrès humain. Donc, premièrement, sur le gâchis, je veux dire qu'il y a quand même quelque chose d'extraordinaire dont on a réussi en Europe à transformer une crise qui, au départ, venait des États-Unis, du secteur financier privé américain, en une crise européenne de la dette publique par notre seule faute. C'est-à-dire qu'au point de départ de l'action, en 2007-2008, tout démarre dans le secteur financier privé américain, avec les excès des régulations financières qu'on connaît, les subprimes, etc. Il n'y a pas plus de dette publique en zone euro qu'ailleurs. Il n'y a pas plus de dette publique en zone euro qu'aux États-Unis, qu'au Royaume-Uni, qu'au Japon. Donc il n'y a pas de raison qu'on se retrouve aujourd'hui dans cette situation où le niveau d'activité économique dans la zone euro en 2015 n'a toujours pas retrouvé, en termes de PIB par habitant, son niveau de 2007, alors qu'aux États-Unis, on l'a dépassé de plus de 10%, au Japon, au Royaume-Uni, même la reprise est beaucoup plus ferme qu'en zone euro, avec comme conséquence un niveau de chômage, et donc qui est la première inégalité, le premier élément de préoccupation actuellement en Europe, et notamment de chômage des jeunes, totalement hallucinant, avec un quart, un tiers, parfois davantage, de jeunes générations qui démarrent leur vie sans aucune expérience professionnelle, ce qui est une source de gâchis à long terme tout à fait considérable. Et tout ça de notre seule faute, dans le sens où il n'y avait pas, au départ, la crise ne vient pas d'Europe, il n'y a pas plus de dette publique en Europe. Donc, c'est vraiment la conséquence d'un système institutionnel où on a cru pouvoir faire une monnaie unique sans union politique, sans gouvernement politique. On a voulu créer une monnaie sans État, ce qui est quand même une première historique, en tout cas à cette échelle. C'est la conséquence du fait que le traité de Maastricht a été négocié à un moment, début des années 90, fin des années 80, quand on en discutait au début, où
traumatisés par la stagflation des années 70 et des années 80. On s'imaginait qu'il n'y avait rien de mieux que, pour qu'une banque centrale soit vraiment indépendante, il suffisait d'avoir une monnaie sans aucun État. Donc comme ça, on était sûr qu'elle allait être vraiment très indépendante. Sauf qu'aucun pays, et évidemment pas les États-Unis ou le Royaume-Uni, n'ont jamais eu une telle folie et ont toujours eu face à leur banque centrale un gouvernement, un parlement avec des objectifs sociaux, de chômage, de croissance, et vouloir complètement autonomiser comme ça la monnaie avec des objectifs monétaires, c'est une folie absolue. Bon, elle a été prise dans un certain contexte intellectuel et historique, à un moment où on pensait que les banques centrales n'avaient rien d'autre à faire que regarder passer les trains et s'assurer que l'inflation soit faible. Alors, depuis la crise de 2008 et avec l'imagination débridée dont les différentes banques centrales dans le monde ont fait preuve pour éviter que l'économie et la société ne s'effondrent totalement, on s'est rappelé que les banques centrales pouvaient avoir un autre rôle que regarder passer les trains, et que c'était les banques centrales qui, dans les années 30, avaient failli, avaient laissé s'effondrer l'ensemble du système financier, et avec les désastres qui ont suivi. Donc là, au moins, on n'a pas fait cette erreur. C'est-à-dire les banques centrales, y compris en Europe, ont fini, malgré des réticences initiales très fortes, par éviter l'effondrement général. Mais en même temps, on ne peut pas tout demander à des banques centrales. Donc c'est très facile d'imprimer des milliards de dollars ou des milliards d'euros, sauf qu'on les met quelque part. Bon, on évite peut-être une faillite généralisée du système, mais on crée des bulles immobilières, financières. Les personnes qui bénéficient de l'argent qu'on a créé ne sont pas forcément les bonnes personnes. Donc voilà, on a aussi besoin d'un parlement, d'impôts, de transparence démocratique, financière. On ne peut pas tout demander à une banque centrale toute seule. Donc la conclusion de tout ça, et le message en même temps d'espoir, c'est qu'il est possible d'améliorer, il est toujours temps d'améliorer cette construction, et le plus tôt sera le mieux. Et on a vraiment besoin d'une véritable refondation démocratique, révolution démocratique, je disais, de ces institutions de la zone euro pour pouvoir en sortir. Aujourd'hui, il y a les deux principaux blocages, je dirais, à l'expression d'une volonté démocratique et de l'expression d'une majorité populaire dans la zone euro sont d'une part les critères rigides sur le déficit, d'autre part l'unanimité en matière fiscale. Donc ça, c'est les deux règles fondamentales qui font que même si une majorité de citoyens de la zone euro souhaitait telle ou telle décision, elle ne peut pas les mettre en place puisqu'on a gravé dans le marbre l'impossibilité de les mettre en place. Avec donc des critères sur les déficits qui donc partent du principe que la seule façon de réduire une dette publique importante, c'est d'avoir des excédents primaires, donc de collecter plus d'impôts que ce qu'on dépense en dépenses publiques, et qu'il faut le faire tant que la dette n'est pas résorbée. Le problème de cette vision des choses, c'est qu'elle n'est pas du tout conforme à ce qu'un rapide coup d'œil à l'histoire des dettes publiques dans le passé indique. C'est-à-dire que quand on examine l'histoire des dettes publiques, et en particulier l'histoire des dettes publiques européennes, et c'est important l'histoire pour la construction européenne et un continent comme l'Europe, on se rend compte que la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà eu des crises de la dette publique encore plus importantes que celles qu'on a actuellement. Si on prend les principaux pays européens, on trouve au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, des dettes publiques parfois supérieures à 200% du PIB, encore plus importantes que celles qu'on a actuellement en Grèce. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on s'en est toujours sorti. Donc il y a des solutions. L'autre nouvelle intéressante, c'est qu'il y a plusieurs solutions. Donc le premier enseignement de l'histoire, c'est qu'il y a toujours des alternatives pour aider la dette publique. Il y a plein de méthodes, aucune n'est simple, aucune n'est facile, mais il y a plein de méthodes différentes. Si on veut schématiser rapidement, on a une méthode lente qui consiste à accumuler des excédents primaires. Donc effectivement, vous faites payer à votre population plus d'impôts que de dépenses, qu'ils ne reçoivent de dépenses publiques, et comme ça, vous remboursez la dette. Donc c'est ce qu'a fait un bon exemple de ça, c'est ce qu'a fait le Royaume-Uni au XIXe siècle. Le Royaume-Uni sort des guerres napoléoniennes avec 200% du PIB en dette publique, et il accumule des excédents primaires pendant tout le XIXe siècle pour réduire cette dette publique. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça marche. La mauvaise nouvelle, c'est que ça prend du temps. Et donc eux, ça leur a pris un siècle où ils ont 2-3% du PIB en excédent primaire chaque année pour rembourser leur propre rentier. Et finalement, il y a un quart des impôts payés par les contribuables anglais, et notamment sous forme d'impôts très lourds sur la consommation, payés par les classes populaires et les classes moyennes, qui servent finalement à rembourser le haut de l'échelle de la hiérarchie sociale, qui évidemment, il aurait été, à mon avis, plus souhaitable de leur faire payer des impôts plutôt que de leur verser des intérêts pendant un siècle. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que les Britanniques ont fait,
Bon, à une époque aussi où, au début, le suffrage était censitaire et les seuls qui votaient, c'était précisément ceux qui se faisaient rembourser les intérêts de la dette. Donc, effectivement, il y a plein de raisons qui font qu'on a fait ce choix. Bon, enfin, ça a perduré comme ça jusqu'en 1900-1910. Et pour finir, pendant un siècle entier, le Royaume-Uni a consacré plus de ressources publiques à rembourser sa propre dette publique à lui-même, à ses propres rentiers, que toutes les ressources investies annuellement dans tout le système éducatif. Donc, est-ce que c'était la bonne façon de préparer le pays pour le siècle suivant? C'est pas sûr. Et beaucoup de personnes pensent que le début du déclin, notamment de la formation, de la productivité de la main-d'œuvre britannique, est en partie lié à ce type de choix. Au XXe siècle, l'Allemagne et la France se retrouvent avec de l'ordre aussi de 200% du PIB en dette publique à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, notamment du fait des financements des guerres. Bon, c'est souvent des chocs de cette nature qui créent des grandes dettes publiques dans l'histoire, des grands chocs économiques ou des chocs militaires. Alors là, l'Allemagne et la France, eux, adoptent une toute autre méthode pour leur dette publique qui va beaucoup plus vite. C'est-à-dire que la France, comme l'Allemagne, se retrouve en 1950-1955, il n'y a plus de dette publique. On est à moins de 20% du PIB. Donc comment l'Allemagne et la France ont fait pour réduire leur dette publique aussi vite entre 1945 et 1950-55, bon, évidemment, la France et l'Allemagne n'ont jamais remboursé cette dette publique, puisque sinon il aurait fallu des excédents primaires absolument gigantesques et ça aurait été absurde. Donc les deux pays utilisent toute la panoplie des méthodes rapides pour réduire une dette publique, beaucoup d'inflation, ce qui réduit la dette publique très, très violemment, des mesures exceptionnelles, des impôts exceptionnels sur le capital privé, qui est un peu la forme civilisée de l'inflation, qui revient à réduire la dette publique en prenant sur le capital privé. De toute façon, il faut bien que la dette publique est toujours possédée d'une façon ou d'une autre par les patrimoines privés. Et surtout, dernière méthode, on a beaucoup de ce qu'on appelle en jargon technique des restructurations de dette, qui sont en fait simplement des annulations de dette. Donc à la fois d'un point de vue domestique, en France comme en Allemagne, et d'un point de vue externe. Donc on a beaucoup parlé récemment de la conférence de Londres de 1953, où toute la dette extérieure de l'Allemagne a été annulée. Et donc il y a quelque chose il y a quand même une amnésie historique extraordinaire et une ironie extraordinaire qui fait qu'aujourd'hui, l'Allemagne et la France expliquent au sud de l'Europe qu'il faut rembourser la dette publique jusqu'au dernier euro avec une inflation nulle ou quasi nulle, sans mesures exceptionnelles, alors que, évidemment, l'Allemagne et la France ne sont pas imposés ce traitement à elles-mêmes après la Deuxième Guerre mondiale. Donc ces critères budgétaires, ces critères de déficit qui fixent une et une seule façon de réduire la dette, qui est l'accumulation d'excédents primaires, alors que tout dans l'histoire, et il y aurait beaucoup d'autres exemples, indique que quand on a ce type de niveau de dette publique, on finit toujours par faire des restructurations, des annulations de dette, tout simplement parce que le choix inverse, le choix de la pénitence et des excédents, prend tellement longtemps que ça en devient absurde. Aujourd'hui, les accords officiels européens de 2012 disent que la Grèce va devoir faire un excédent primaire de 4% du PIB pendant 20 ans ou 30 ans pour réduire et rembourser sa dette publique. Sauf que bon, la Grèce actuellement est peut-être dans une situation de léger excédent primaire, et encore on ne sait pas très bien, parce qu'avec tout le temps qu'on a perdu depuis 5 mois à essayer de discuter quelque chose, c'est tout à fait possible qu'il soit retombé en déficit. Bon, un léger excédent primaire, c'est-à-dire le fait de payer plus d'impôts que les Grecs ne reçoivent de dépenses publiques, c'est sans doute raisonnable, mais un excédent primaire de 4% du PIB, c'est quelque chose de complètement fou. Pour fixer les idées, le budget total de toutes les universités, de tout le système d'enseignement supérieur dans un pays comme la France, ou que la Grèce, ou l'Italie, ou l'Allemagne, c'est à peine 1% du PIB. Donc est-ce qu'on va consacrer 4 fois plus d'argent à rembourser la dette pendant 20 ans ou 30 ans que tout ce qu'on investit dans l'enseignement supérieur de la jeune génération d'un pays? Enfin, c'est une folie. Parce que les jeunes générations de Grecs ou d'Italiens ou d'ailleurs de Français ne sont pas plus responsables des bêtises faites par le gouvernement grec avant 2010 que les jeunes générations d'Allemands dans les années 50 étaient responsables des bêtises de leurs parents et de leur gouvernement. Donc il y a un moment, on peut pas. Enfin, l'idée qu'il faut faire payer les nouvelles générations à l'infini, enfin, ou plusieurs décennies pour les erreurs qui ont été faites, sont juste inopérantes, et ça ne se fera pas. C'est-à-dire que cette idée que la Grèce repaiera 4% du PIB pendant 20 ans, 30, ça n'arrivera pas. Donc là, on refuse d'en parler, on repousse la discussion jusqu'au dernier moment en attendant la crise du dernier soir pour essayer de trouver une solution bancale de dernière minute. Mais toutes ces choses-là, toutes ces questions-là devraient faire l'objet
D'abord, peut-être le plus important devrait être faire l'objet d'une délibération publique et démocratique. Et ensuite, les solutions qui seront prises ne seront pas forcément, dans ce Parlement de la zone euro dont parlait Xavier, ne seront pas forcément celles que Xavier ou moi préféreraient. Mais au moins, on saurait les arguments qui ont été échangés, la façon dont les uns et les autres ont voté. Le plus dramatique dans l'Europe actuelle, je pense, c'est le fait que les instances fonctionne avec une opacité totale, c'est-à-dire que les conseils des chefs d'État ou les conseils des ministres des Finances sont des réunions à huis clos, sans aucune publicité des débats. Au milieu de la nuit, ces conseils nous annoncent régulièrement qu'ils ont sauvé l'Europe, sauf qu'on se rend compte dans la journée qui suit que souvent ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils ont décidé. Enfin, l'exemple le plus formidable, c'était la crise chypriote il y a un an et demi. Alors, c'était pas très grave parce que c'était que Chypre, mais si ça se reproduit à une échelle plus grande, c'est quand même embêtant, où le conseil des ministres des Finances avait pris à l'unanimité cette décision géniale de ponctionner tous les dépôts chypriotes de 10%, que vous ayez 10 000 euros ou 1 million ou 100 millions, 10% sur tout le monde, ce qui évidemment a mis tout le monde dans la rue. Et dans la semaine qui suivait, on s'est rendu compte que tous les ministres des Finances, il n'y en avait aucun pour assumer cette décision. C'est-à-dire que cette décision a été prise à l'unanimité, comme il se doit, au Conseil des ministres des Finances, mais il n'y en avait aucun pour dire... Donc chacun dit « Ah oui, ben, je l'ai voté, mais c'est un autre qui l'avait proposé ». Et finalement, comme on ne sait même pas les arguments qui avaient été échangés. Et là, c'est la même chose sur la Grèce. C'est-à-dire que ça fait 5 mois où, dans le fond, personne ne sait vraiment ce qui se dit, et donc les journalistes et les citoyens en sont là à essayer de supputer. Bon, alors oui, là, le problème, c'est que pour les réformes, le compte n'y est pas, mais quelles réformes on parle, personne ne sait. La démocratie parlementaire, c'est pas parfait, mais au moins, ça impose un certain nombre de règles sur la publicité des débats, sur le fait que quand vous voulez un vote, il faut déjà déposer un projet écrit. Donc on sait à peu près de quelle loi ou de quelle réforme on parle. On peut avoir des amendements, il y a des procédures. Donc la démocratie, ça s'organise. Et de ce point de vue-là, l'architecture politique de l'Europe actuelle, qui repose d'un côté sur le Parlement européen, mais plus encore sur le Conseil, soit des chefs d'État, soit ses déclinaisons au niveau ministériel, le Conseil des ministres des Finances, le Conseil des ministres de l'Agriculture, etc., est un système qui ne fonctionne pas parce que cette institution, c'est très difficile d'organiser la démocratie dans un conseil, par exemple des ministres des Finances ou des chefs d'État, où vous représentez un pays de 65 millions d'habitants comme la France ou de 85 millions d'habitants comme l'Allemagne par une seule personne. Son ministre des Finances, son chef d'État. Parce que vous ne pouvez pas, quand vous représentez 60 millions de personnes à vous tout seul, vous ne pouvez pas revenir à la maison et dire « Ah, pas de chance, j'étais dans la minorité, mais le coup après, je serais peut-être dans la majorité ». C'est pas possible. Donc, si on veut avoir une délibération publique, on est obligé de représenter chaque pays par un plus grand nombre de personnes. Et donc l'idée que beaucoup de personnes ont mis sur la table et qu'on a reprise avec Xavier, c'est cette idée de partir des parlements nationaux, qui sont quand même les détenteurs de la souveraineté politique dans notre système politique, qui votent l'impôt, qui votent le budget. Et il faut les obliger d'une certaine façon à se transformer aussi progressivement en détenteur d'une souveraineté politique européenne en construction. Donc ça ne peut se faire que petit à petit, et ça doit être volontaire. Alors sur quelle durée, sur quel sujet, c'est là que les choses deviennent compliquées. Il faut avancer petit à petit, mais notre conviction, c'est qu'on ne bâtira jamais de souveraineté parlementaire européenne sans s'appuyer d'abord sur les souverainetés parlementaires nationales. Donc l'idée d'une chambre parlementaire de la zone euro, c'est vraiment l'idée que chaque parlement national, le Bundestag allemand, l'Assemblée nationale française, déléguerait 20, 30, 40, en proportion de la population de chaque pays, de tous les bords politiques, et que c'est au sein de cette instance qu'on pourrait prendre des décisions à la majorité, avec débat contradictoire, débat public, parce que à partir du moment où vous représentez chaque pays par 20, 30, 40 députés, évidemment, tout le monde ne voterait pas comme un seul homme. Il y aurait des députés de droite, de gauche, il y aurait des logiques politiques et pas simplement des logiques nationales, alors que le système actuel où chaque pays est représenté par son ministre des Finances, son chef d'État, c'est une machine à fabriquer des chocs d'égoïsmes nationaux les uns contre les autres, où chacun défend ce qu'il pense être l'intérêt de son pays. Il est là pour ça, et on n'est pas du tout dans un processus de délibération démocratique avec un choix majoritaire à la sortie. Je m'arrête là parce que le but, c'est d'abord d'échanger sur tout ça. Juste pour dire que dans les décisions, à mon avis, très importantes qu'il faudrait d'emblée déléguer à cette chambre démocratique parlementaire de la zone euro, je pense que cette question des statuts de la BCE que mentionnait Xavier est très, très importante, et plus généralement, toute la supervision de la politique
financière, monétaire, bancaire, l'union bancaire, le mécanisme de stabilité européen a besoin d'être supervisé par une instance politique. Je pense aussi que déléguer à ce Parlement un minimum de décisions fiscales, en particulier sur l'impôt sur les bénéfices des sociétés, qui est sans doute l'impôt le plus massivement contourné, je pense que ce serait une façon importante pour indiquer aux citoyens européens qu'il s'agit vraiment d'une rupture avec le régime précédent et qu'on veut rentrer dans une logique de justice fiscale, de justice sociale. Trop longtemps, l'Europe est vue comme par une partie croissante des populations, et en particulier des groupes sociaux les plus défavorisés, comme une machine à favoriser les travailleurs les plus mobiles, le capital le plus mobile. Et ce n'est pas seulement une impression. Si on regarde l'évolution de l'impôt sur les sociétés en Europe, c'est vraiment là qu'on voit les effets les plus dévastateurs de la concurrence fiscale européenne. On a eu à la fin de l'année dernière le scandale Luxembourg Leaks, où on s'est rendu compte que l'actuel président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, quand il était Premier ministre du Luxembourg, passait des deals avec les grandes sociétés multinationales de façon à ce qu'elle ne paye même pas le taux statutaire d'impôt sur les sociétés, 10% à peine au Luxembourg, et elle se retrouve à payer 1%, 2%. Alors, Jean-Claude Juncker est venu partout dans les médias européens pour dire « Ah, je suis désolé, c'était pas de ma faute, il fallait que je trouve une stratégie de développement pour mon pays, il y avait la désindustrialisation, mon père avait perdu son travail, et j'ai eu cette idée géniale qui était de devenir un paradis fiscal et de siphonner la base fiscale de mes voisins. » Bon, c'est quand même hallucinant. C'est-à-dire tout le monde a un problème avec les désindustrialisations, et l'avenir de l'Europe, ça ne viendra pas de l'investissement dans la manipulation fiscale. C'est de l'investissement dans la formation, l'enseignement supérieur, l'environnement. Enfin, il y a des défis énormes à relever sur lesquels l'Europe, sur la place mondiale, a quand même une place qui lui permettrait de les relever beaucoup mieux que d'autres. Et c'est totalement insupportable de voir tout ce temps perdu. Mais en même temps, ça ne suffit pas de s'excuser. Parce que ça ne suffit pas. Ce n'est pas le problème de la personne Jean-Claude Juncker. C'est un problème institutionnel. C'est-à-dire que, quelles que soient les personnes qui sont placées à la tête de leur pays, que ce soit le Luxembourg ou d'autres pays, chacun, pris isolément, a tendance à essayer de faire cette stratégie de siphonnage de la base fiscale du voisin. Et c'est seulement si on délègue, pas tous les impôts, mais certains impôts, ceux sur lesquels la concurrence entre pays est la plus extrême. Donc typiquement, commençons par l'impôt sur les sociétés, ou au moins l'impôt sur les bénéfices des plus grandes sociétés, au-delà d'un certain seuil. Le déléguer le vote de l'assiette et du taux de cet impôt à une chambre parlementaire de la zone euro, je pense que c'est la seule façon d'inverser le processus. Sinon, il y aura tout simplement plus d'impôts sur les sociétés, ou en tout cas sur les plus grandes sociétés en zone euro dans 10 ans ou 20 ans. On passera, là, certains pays se battent pour passer d'un taux de 30 à 20%, ou de 20 à 10, et dans 10 ans, on sera à zéro. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fera ? Il faudra subventionner des entreprises pour qu'elles viennent s'installer. C'est-à-dire, c'est ce qui se fait dans certains cas déjà. Donc après, il ne faut pas s'étonner qu'un part croissant des classes moyennes, des classes populaires, ait l'impression de faire les frais en permanence, et qu'ils sont les seuls à qui on demande des efforts, et qui se détournent de cette Europe-là et se tournent vers des solutions nationalistes qu'on connaît. Donc, je pense que la situation est quand même extrêmement préoccupante. Faire comme si tout allait s'arranger naturellement et qu'il suffisait de s'excuser pour les erreurs passées, comme l'a fait Juncker, ça ne marchera pas. Et je pense que l'opinion est prête à entendre que sur des sujets comme la régulation des paradis fiscaux, l'impôt sur les bénéfices de sociétés, la souveraineté nationale est devenue une illusion. C'est-à-dire c'est une souveraineté nationale consistant à tous se faire avoir par les sociétés multinationales. Et qu'il faut beaucoup mieux déléguer sur ces décisions, pas sur tout, mais sur ces décisions, la souveraineté à une chambre de la zone euro, plutôt que de continuer à tous se faire avoir dans notre coin. Je pense que si la France, l'Espagne, l'Italie mettaient des propositions comme ça sur la table, l'Allemagne aurait sans doute peur de se faire mettre en minorité, notamment sur la question du niveau du déficit, dans le cadre d'un parlement de la zone euro où chaque pays serait représenté en proportion de sa population. En même temps, je pense que si des propositions comme ça étaient sur la table, on finirait par arriver à un compromis, parce que voilà, on ne peut pas avoir une monnaie unique et refuser tout principe démocratique, ou alors, si vraiment l'Allemagne le refuse ou les différents pays le refusent, la question du maintien de l'euro se posera un jour encore plus qu'elle ne l'est actuellement. Voilà. Merci beaucoup. Donc on est très content parce que vos premiers exposés nous ont permis d'aborder ou de commencer à aborder les 3 sujets sur lesquels on souhaitait vous relancer.
qui sont le premier, les réformes institutionnelles de la zone euro, et comprendre en quoi ce n'est pas simplement une dimension technique, mais aussi une question profondément démocratique. En second temps, la question de l'harmonisation fiscale, sociale et du marché du travail en Europe. Et dans un troisième temps, la possibilité d'une réelle union budgétaire, et notamment la question des transferts budgétaires en zone euro. Donc sur le sujet des questions institutionnelles, trois questions. La première, si l'opacité des institutions qui ont pris les décisions au cours de la crise n'avait pas été celle qu'on connaît, si leur légitimité démocratique avait été différente, si ça avait été des parlements élus de la zone euro, quelles décisions précisément auraient été prises différemment? Est-ce que finalement on n'aurait pas abouti exactement au même compromis politique que ceux qu'on a obtenus avec des compromis intergouvernementaux qui devaient ménager notamment l'Allemagne? La seconde question sur la BCE, quel mandat, quel contrôle et quelle contrepartie, si on change le mandat de la BCE et qu'on y adjoint autre chose que la simple stabilité des prix, quelle contrepartie faut-il donner aux pays du Nord avec lesquels c'était le contrat initial? Troisième question, l'Union européenne. Comment les institutions que vous proposez, cette chambre parlementaire de l'euro par exemple, s'articuleront-elles avec celles existantes dans l'Union européenne? Et est-ce qu'on va vers plutôt un renforcement du fédéralisme de la zone euro, mais au contraire un éclatement ou une dissolution de l'Union européenne dans un simple marché commun? Voilà, c'est les 3 points sur lesquels on souhaite vous relancer. Alors, 3 points, 3 questions. La première, est-ce que ça serait passé différemment s'il y avait eu des institutions plus satisfaisantes sur le plan démocratique? Alors, peut-être pas, mais peut-être que ça se serait passé un peu plus vite et qu'il n'aurait pas fallu attendre le temps qu'on a attendu. Donc, la crise des dettes souveraines, elle a commencé avec la dette grecque au moment où ils ont annoncé qu'ils avaient un déficit plus important que prévu. Donc, si ma mémoire est bonne, c'est en 2009. L'intervention de la Banque centrale européenne, elle s'est faite en 2012, en juillet 2012. Donc, il y a déjà 3 années de massacre absolu, avec les taux d'intérêt italiens qui sont montés à 6%, je crois, encore une fois, si ma mémoire est bonne. Enfin bon, peu importe, ils sont montés beaucoup plus haut que les taux allemands. Les taux allemands, d'ailleurs, ont beaucoup baissé. Donc ça a constitué à faire un transfert de l'Italie vers l'Allemagne. Sur quelle justification comment on réglera ce problème-là? Est-ce que ça va laisser des frustrations? C'est pas rien, hein. L'Allemagne a gagné à peu près 40 milliards d'euros dans l'opération. Ces 40 milliards d'euros, ils ont été payés par d'autres pays. Donc ce transfert-là, qui l'assume? Est-ce qu'on l'oublie? Est-ce qu'on le passe par pertes et profits? Ou est-ce qu'on reviendra dessus un jour? Bon, voilà. Probablement, on aurait intervenu plus vite. Et puis peut-être qu'on serait intervenu de façon un peu différente. Vous vous rappelez que François Hollande a été élu président de la République en mai 2012. Et donc Thomas et moi, on a voté pour lui. C'est le secret du vote, hein, quand même. Ouais, non, mais d'accord, mais bon, là, on est entre nous. Il n'y a personne qui n'écoute. Et en fait, une des raisons, enfin en tout cas moi, pour laquelle j'ai voté pour lui, c'est qu'il avait dit je vais renégocier le traité qui avait été d'ailleurs discuté entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Je trouvais que c'était une bonne idée. Enfin, moi, je trouvais que c'était une bonne idée. Et il a été élu en mai, et en fin juin, il a dit finalement je ne renégocie pas. Alors, on était plusieurs à être furieux, hein, dire il nous a menti, on a voté pour lui, il devait faire un truc, etc. Voilà, je sais que tu l'étais parce que tu l'as écrit. Oui, oui, oui. Après, est-ce que tu croyais vraiment qu'il allait renégocier le traité? C'était pas très clair. Ouais, non, c'est d'accord. Bon, enfin. Bon, mais en tout cas, on était furieux. Et on n'était pas que 2 à être furieux, on était plein. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et en fait, François Hollande, il s'est retrouvé face aux Allemands et à Mario Draghi, qui lui ont dit on va intervenir, on va arrêter la crise des dettes publiques, mais en échange, on veut que la France respecte le traité et qu'on arrête de parler de le renégocier. Bon, bah voilà. Alors, enfin, ça excuse pas François Hollande, hein. Mais ça vous indique qu'est-ce qui se passe quand ça se discute dans des cénacles, quand c'est un deal qui est conclu, etc. Ce deal-là, s'il avait été porté devant une assemblée parlementaire, on aurait dit non mais pourquoi lier les 2 questions?
En fait, cette assemblée parlementaire aurait été légitime pour garantir à la fois les questions de finances publiques et de stabilité des finances publiques à long terme et la question de est-ce que la Banque centrale peut acheter des dettes publiques pour stabiliser les marchés et éviter que ça parte en sucette. Elle aurait dit je suis légitime pour répondre à ces deux questions, il n'y a pas besoin de les relier. Et ça aurait changé probablement beaucoup de choses. Alors, on peut dire, on a quand même réussi à exercer quelques-uns des attributs de la souveraineté par l'intervention de la Banque centrale européenne. Mais on l'a fait au prix d'un renoncement à nos principes démocratiques. Et ça, c'est un premier élément de réponse à la troisième question. La question n'est pas aujourd'hui de remplacer des institutions existantes. Et moi, je suis prêt à dire les institutions existantes, c'est une lente élaboration d'un compromis qui contient des éléments de démocratie, il faut le conserver. Il y a des divisions des pouvoirs entre le Parlement, le Conseil, la Commission. Il y a un équilibre qui est trouvé aujourd'hui. Les gouvernements sont élus, la Commission passe devant le Parlement maintenant pour être désigné. Son président est aussi désigné par le Parlement. Le Parlement a une certaine légitimité démocratique, il a un certain nombre de mandats, le Parlement européen. Donc, bon, on peut dire, tout ça, ça a été long à construire. Il y a des gens avec raison qui disent, on ne peut pas le détruire. Mais la question n'est pas de le détruire, la question est de dire, ces objets-là ne sont pas fonctionnels pour les questions qui se sont révélées importantes. Et donc, il ne s'agit pas de les remplacer par quelque chose qui fonctionnerait mieux. Il s'agirait d'apporter une réponse démocratique à des questions qui ne sont pas traitées aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas d'aller faire de l'ombre, il s'agit de compléter des éléments qui n'existent pas. Après, il y aura forcément une concurrence entre les institutions, donc peut-être à long terme, on réfléchira. Mais cette concurrence entre les institutions, elle ne peut être que bénéfique. C'est-à-dire, si à un moment donné, on doit se poser des questions qui sont un peu des questions de riches, est-ce que c'est plutôt cette institution démocratique qui doit traiter ces problèmes-là, ou celle-là, ou telle autre, tant mieux, je veux dire, c'est des bonnes questions à se poser. Mais voilà. Donc, ça aurait été très différent. La question 2, c'était quoi? Ah oui, alors la BCE, quel mandat? Bon, ça c'est un débat très intéressant, il y a un dogme aujourd'hui sur l'indépendance de la Banque centrale. C'est un lien avec l'inflation, c'est pour éviter la tentation qu'auraient les gouvernements de manipuler les banques centrales, etc. Bon, très bien. Alors c'est un dogme, il y a des rayonnages entiers de bibliothèques qui ont été écrits dessus. Pour le défendre, pour le contredire. Bon, c'est un débat intéressant. On a abouti dans le monde, la plupart des banques centrales sont indépendantes. La Banque centrale européenne est la banque centrale au monde la plus indépendante qui puisse être. Donc, avant de discuter de savoir quel devrait être son mandat et est-ce qu'elle devrait garder une indépendance, déjà, il faut arrêter. La Banque centrale européenne est un monstre de Frankenstein. C'est-à-dire qu'elle a échappé à ses créateurs. Ce que je vous citais tout à l'heure comme étant la décision de la Cour européenne de justice, de dire je ne peux pas statuer sur la légitimité juridique des décisions de la Banque centrale, c'est la démonstration que c'est devenu un monstre indépendant de ses créateurs. Donc, et ça, c'est pas possible. On ne peut pas accepter d'avoir un objet qui a échappé à ses créateurs. C'est pas de la démocratie, on n'est plus en démocratie. Donc, avant même de discuter quel serait le mandat, il faut revenir là-dessus. Bon, après, le mandat, c'est un peu technique, mais je vous invite à lire l'article 127. Dans l'article 127 du TFUE, traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il y a écrit « La Banque centrale doit assurer la stabilité des prix et, sans préjudice de la stabilité des prix, la Banque centrale doit s'occuper de tous les objectifs de l'Union européenne qui sont définis à l'article 3, qui sont la paix, la prospérité et l'épanouissement des individus. » Donc, son mandat, il est hyper large, en fait. Il n'est pas, dans son écriture actuelle, scandaleux. Le véritable problème que pose la Banque centrale européenne, c'est que la Banque centrale européenne est devenue ce monstre de Frankenstein qui auto-interprète ses statuts, qui propose une interprétation de ces statuts qui ne peut être jugée par personne. Voilà. Alors, bon, tous ces gens-là sont des gens raisonnables. Ils ne vont pas utiliser leur pouvoir
à des fins malveillantes. Et ce n'est pas parce qu'ils viennent de Goldman Sachs qu'ils vont le faire pour Goldman Sachs. On ne peut pas les soupçonner de ça. Mais moi, je comprends que ça puisse en énerver quelques-uns. Et je pense que c'est urgent de répondre à cette question-là. Oui, ils ont quand même fait beaucoup de bêtises au départ. C'est-à-dire que, tu rappelais, une grande partie de nos problèmes ont commencé en zone euro quand, à la fin de l'année 2009, quand la crise a commencé sur la Grèce et que les taux d'intérêt ont commencé à monter sur la Grèce et qu'il y a eu un début de panique financière, où Jean-Claude Trichet a annoncé, attention, si les agences de notation dégradent la Grèce, nous, on n'accepte plus aucun bon du Trésor grec en garantie. Et de là, d'un seul coup, tout le monde a compris, bon, mais en fait, les agences de notation, qui pourtant s'étaient totalement plantées dans la notation des risques du système financier privé, on vient de leur donner droit de vie ou de mort sur la Grèce et sur la zone euro. Et donc là, ça a été l'orgie, où tout le monde s'est mis à spéculer sur les taux d'intérêt de tous les pays, ce qui est une situation tout à fait anormale. Quand vous avez une monnaie unique, vous ne pouvez pas avoir comme ça des pays qui ont un taux d'intérêt qui est 4-5 points plus élevé qu'un autre, parce que ça veut dire que quand vous avez cet écart-là, les marchés supposent qu'à l'horizon de 10 ans, il y a une probabilité de 40 ou 50% qu'un pays sorte. Vraiment, ça veut dire qu'on ne croit plus du tout dans le système. Et donc, on a fini, 3 ans plus tard, en 2012, la Banque Centrale Européenne a fini par rétablir plus ou moins les choses avec un pansement mal fait. Mais il faut bien voir qu'au début, il y a eu quand même d'énormes erreurs qui ont été faites et qui ont plongé l'Europe dans la crise dans laquelle on est aujourd'hui et dont on se remet toujours difficilement. Alors, comment les choses auraient été différentes avec les autres institutions ? Moi, je suis absolument persuadé qu'il y aurait eu moins d'austérité en Europe si le choix du niveau de déficit avait été fait par le type de chambre parlementaire de la zone euro dont on parle avec Xavier. C'est-à-dire, je suis persuadé que si on avait eu, donc soyons précis, une chambre de la zone euro où chaque pays, l'Allemagne, la France, était représenté en proportion de sa population, donc avec une représentation importante pour l'Allemagne, mais pas non plus qui est minoritaire, enfin au niveau de la zone euro dans son ensemble. Je suis persuadé qu'à l'issue d'une délibération publique, cette chambre aurait décidé des niveaux de réduction du déficit beaucoup plus raisonnable, tout simplement. Et concrètement, on n'aurait pas cherché à réduire les déficits aussi vite qu'on l'a fait, avec des conséquences récessives extrêmement graves. Et même le FMI a reconnu que les décisions qui ont été prises avaient sous-estimé l'impact récessif. Donc concrètement, en France, d'ailleurs aussi bien la dernière année de Sarkozy que la première année de Hollande, là où la bifurcation 2011, 2012, 2013, on a augmenté les impôts de façon massive dans l'idée qu'on allait comme ça réduire le déficit extrêmement vite, et ça a de toute évidence tué la croissance, et de façon plus générale dans la zone euro, on a tué la croissance avec comme conséquence une montée du chômage, et quand vous avez une croissance quasi nulle, un chômage qui monte en flèche, c'est juste impossible de réduire le déficit public. Et je suis persuadé que si ces décisions avaient été prises non pas en appliquant des règles automatiques rigides, mais dans le cadre d'une délibération démocratique publique, je ne dis pas que j'aurais été parfaitement en accord avec toutes les décisions qui auraient été prises, mais je suis persuadé qu'elles auraient été moins mauvaises que celles qui ont effectivement été prises. Et si on regarde comment fonctionne même le Congrès américain, qui n'est pas un modèle de fonctionnement démocratique, bon, voilà, ils ont quand même pris des décisions un peu moins absurdes. Concrètement, ils ont été beaucoup plus souples sur le déficit budgétaire. Ils ont accepté de laisser filer le déficit davantage tant que la machine économique n'était pas relancée, et c'était beaucoup plus, finalement, beaucoup plus pragmatique. Pareil au Royaume-Uni, bon, qui font d'autres bêtises par ailleurs. Hein. Il ne s'agit pas d'idéaliser les gouvernements britanniques ou américains. Ils font plein d'autres bêtises, mais ils ont quand même fait beaucoup moins de bêtises que nous en zone euro sur le rythme de réduction du déficit. Donc je pense vraiment qu'il y aura eu moins d'austérité. Je ne vais pas revenir sur déjà tout ce qui a été dit sur la BCE, mais la dernière question, c'était que devient l'Europe à 28 si on a une union politique renforcée au sein des pays de la zone euro? Est-ce qu'on a simplement un grand marché? Bon,
c'est ce que souhaiterait le Royaume-Uni ou certains pays, clairement souhaiteraient se limiter à être dans un grand marché avec libre circulation. Alors, ils sont un peu contradictoires en même temps, parce qu'ils veulent la libre circulation des capitaux, une dérégulation financière aussi poussée que possible pour la City, mais la libre circulation des travailleurs, par contre, surtout quand ils viennent en dehors de l'Union européenne, mais même quand ils viennent à l'intérieur de l'Union européenne, ils n'en veulent pas trop. Donc c'est un libéralisme qui choisit qui a le droit de se déplacer ou pas. Donc les capitaux se déplacent, les travailleurs pas trop. Enfin, c'est une vision, c'est la vision qu'ils se font du monde et des droits de chacun à se déplacer. C'est une certaine vision. Mais de façon générale, moi je pense qu'à terme, c'est quand même très difficile d'avoir, avec des pays extérieurs à cette union politique renforcée, démocratique renforcée que nous appelons de nos voeux, c'est très difficile de continuer d'avoir le libre-échange, la libre circulation des capitaux en échange de rien. C'est-à-dire que c'est quand même difficile d'avoir des pays qui choisiraient d'être extérieurs, de rester en dehors et de pouvoir bénéficier et vous ne pouvez pas, l'économie de marché, ça ne consiste pas à vous enrichir par le commerce avec vos voisins et puis ensuite à pratiquer l'opacité financière, à leur voler quand même leur base fiscale, leurs emplois, leurs recettes publiques dans un certain nombre de cas, en toute impunité. Donc je pense qu'à un moment, il faudra remettre en cause ce libre-échange en échange de rien, vis-à-vis de la Suisse comme vis-à-vis du Royaume-Uni. C'est-à-dire que je ne suis pas pour le protectionnisme en tant que tel ou le contrôle de capitaux en tant que tel, mais je pense qu'on ne peut pas avoir cette idée qu'on peut... On s'est habitué depuis tellement longtemps en Europe à cette idée qu'on pouvait avoir la libre circulation des biens, des services, des capitaux en échange d'aucune régulation sociale, fiscale, prudentielle, avec même aucun échange d'informations. On est arrivé quand même dans cette situation absurde où on peut être ministre du budget en France, avoir un compte en Suisse, ou sur lequel on ne paye pas ses impôts alors que soi-même on vote les impôts en France, et s'imaginer que jamais personne ne s'en rendra compte et que tout ça va pouvoir continuer indéfiniment. Et de fait, sans quelques journalistes d'investigation, jamais on s'en serait rendu compte parce qu'il n'y avait pas, et il n'y a toujours pas, d'échange automatique d'informations bancaires entre la France et la Suisse. Et c'est uniquement parce que les États-Unis ont menacé de sanctions les banques suisses qu'on a un peu avancé pour changer cette situation, et encore très peu. Donc c'est vraiment un domaine où l'écart entre ce que disent les gouvernements européens, et que ce soit d'ailleurs Sarkozy, Hollande, et la réalité de ce qu'ils font, enfin, c'est plus qu'un écart, c'est un gouffre abyssal. Et quand Hollande va en Suisse, là, il y a quelques semaines, pour dire « bon, il n'y a plus aucun contentieux avec la Suisse, tout va bien », c'est complètement hallucinant, alors que la situation de l'histoire Cahuzac pourrait parfaitement se reproduire, et il n'y a toujours pas ces échanges automatiques d'informations. Donc la libre circulation des capitaux avec la Suisse ou avec la City, pourquoi pas, mais à condition qu'il y ait en face une certaine forme de contrôle des capitaux, mais qui est plus un contrôle démocratique permettant la mise en place d'une régulation financière, d'un impôt juste, avec des échanges automatiques d'informations, un cadastre financier comme l'a proposé Gabriel Zucman dans un très joli livre sur les paradis fiscaux. Bon, si on n'a pas toutes ces régulations en échange du libre-échange, je pense que le libre-échange ne peut pas fonctionner, n'est pas un système politique comme ça autorégulé qui peut fonctionner tout seul sans régulation politique. Je voudrais juste rajouter un mot là-dessus parce que c'est une idée qui est quand même extrêmement importante. Et puis ça peut vous aider à comprendre la différence entre le saut fédéral et ce que peut être le projet européen. Je pense que chaque pays en Europe a un système de protection sociale, de fiscalité, qui est assez abouti. Alors on peut le critiquer à chaque fois, mais il y a des débats en interne, dans chaque pays sur ces systèmes fiscaux et sociaux, mais ils sont le fruit de toute une évolution, est-ce que la retraite est socialisée, est-ce que l'éducation est socialisée, comment on définit la capacité contributive, etc. Comment on traite la famille, tout ça. Et chaque pays a sa conception. Le piège de la globalisation, de la libre circulation des capitaux, c'est de dire, oui, mais il y a une contrainte de compétitivité qui va vous obliger, de toute façon, à vous plier à un certain nombre de choses. Pas trop de redistribution, pas trop de socialisation. Le projet européen devrait être de dire, on va mettre ensemble des pays de façon à ce qu'ils puissent conserver, leurs compromis sociaux, et leurs compromis sociaux vivants, capables d'évoluer, etc.
Et il n'est pas question d'harmoniser les systèmes sociaux, comme on le dit parfois, il est question de les rendre compatibles entre eux. Alors, ça imposera des contraintes, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, peut-être on en reparlera, mais on ne peut pas reposer sur des transferts entre États. Et ça, c'est la contrepartie de j'ai mon modèle social, c'est il est autonome dans son financement. C'est une contrepartie importante, donc je ne peux pas compter sur les autres pour le financer. Mais si cette contrepartie, elle est effectivement garantie à tous mes partenaires, il n'y a pas de raison que mes partenaires disent non, pour le financement de tes biens publics, tu ne peux pas avoir un impôt sur les sociétés parce qu'on a défini comme principe la libre circulation et la liberté d'installation. Et donc, en fait, toute entreprise pourra choisir là où elle veut pour s'implanter et elle pourra opérer là où elle veut. Et donc, si tu veux financer la production de tes biens publics par l'impôt sur les sociétés, tu ne peux pas. Et ça, le projet européen doit être une réponse à cette dictature de si tu as accepté la liberté de circulation des capitaux, la liberté d'installation des entreprises, la liberté de commerce, alors en découle tout un tas de détricotages nécessaires. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, politiquement, est important. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de la théorie ou ce n'est pas juste de boucher des trous, c'est vraiment d'inverser la logique dans laquelle on se trouve, qui consiste à dire, dans la mondialisation, on adaptera nos modèles sociaux, mais on en conservera ce qui nous paraît être non négociable. C'est notre mode de vie, comme disent les Américains, et il est non négociable. Et on adaptera la mondialisation à notre mode de vie et pas à notre mode de vie à la mondialisation. Vous souhaitez réagir? Non. Bon, vu que l'heure tourne, on vous propose d'ouvrir les questions tout de suite à la salle. On vous demande, s'il vous plaît, des questions brèves et on en prend 3 en même temps pour aller plus vite. Merci. Bonjour. Vous appelez tous les deux de vos voeux que l'Italie, l'Espagne et surtout la France mettent des propositions concrètes et crédibles pour justement aller vers une gouvernance plus efficace de la zone euro. Donc c'est un bon moment parce que les gouvernements sont en train de formuler leurs propositions dans ce sens-là pour le prochain Conseil européen. Et si on regarde par exemple la proposition franco-allemande, elle semble plutôt assez creuse, avec très peu de références à un potentiel changement des traités qui ouvrirait la voie à votre solution de parlement ou de chambre européenne. Et peut-être la seule chose concrète dans cette proposition-là est de moins faire interférer la Commission européenne, donc une forme de renationalisation des politiques. Donc ma question est, quand pensez-vous que les conditions seront réunies pour que ces pays comme la France, l'Espagne ou l'Italie mettent vraiment ces propositions crédibles qui ouvriraient la voie aux solutions que vous proposez? Oui, bonjour. Donc pour revenir sur la question du Parlement de la zone euro, et notamment la question des dettes et des déficits, autant je trouve qu'on comprend très bien en quoi les États du Sud, les États périphériques, les États débiteurs auraient intérêt à cette solution qui leur offrirait en fait à la fois plus de démocratie, mais surtout plus de protection et moins d'austérité. Autant quel serait l'intérêt des pays du Nord et d'abord de l'Allemagne à accepter finalement ce Parlement dont on a cru comprendre qu'il s'agissait aussi de pouvoir les mettre en minorité plus facilement que dans le système intergouvernemental actuel. Oui, bonjour. Alors en fait, Monsieur Piketty, vous abordez surtout le problème sous l'angle de la dette comme étant un problème extrêmement uniquement normatif. Et en fait, moi, je vous pose la question par rapport à ce qui touche à l'orthodoxie économique. En fait, j'ai l'impression que tout ça est dominé par les anticipations rationnelles, Lucas, la nouvelle macroéconomie classique. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir, que l'hétérodoxie économique pourrait s'en sortir. Je sais qu'il y a eu une tentative pour créer une nouvelle filière à l'université, et M. Tirole a fait pression pour la faire supprimer, donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Merci. On va commencer par le sujet euro. Oui, alors, c'est pas sûr que la création d'une nouvelle section au CNU suffise à régler les problèmes de l'Europe. Hein, mais ceci dit, non, mais qu'il y ait une énorme responsabilité de la soi-disant science économique dans nos problèmes actuels, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de discours extrêmement orthodoxe sur le fait qu'il n'y a qu'une seule façon de régler les problèmes, et je l'illustrais tout à l'heure sur la question de la dette, mais vous avez raison, c'est beaucoup plus général que ça. Je pense que
La science économique, pour moi, n'existe pas dans le sens où moi, je me vois plus comme chercheur en sciences sociales que comme économiste. Je pense que les frontières entre économie, histoire, sociologie ne sont pas du tout claires. Et moi, j'irais plus loin que la proposition de création séparée d'une section économie-société. Je pense qu'on devrait avoir une seule section sciences sociales au CNU et que toutes les thèses, sauf cas exceptionnels, devraient être validées et que tout le monde devrait pouvoir se présenter. Donc, mais pour revenir aux questions plus directement vraiment sur l'Europe, alors je suis parfaitement d'accord sur le côté complètement creux des propositions franco-allemandes actuelles sur la réforme des traités. C'est-à-dire que l'excuse officielle de Hollande en particulier, c'est de dire c'est impossible de changer les traités. Moi, déjà en 2005, quand j'ai appelé pour le référendum, je me suis cassé le nez, je ne vais pas recommencer, etc. Bon, très bien, sauf que la situation a quand même beaucoup changé depuis 2005, et en vérité, les traités, on les change tout le temps. En 2012, ils ont été changés, comme le rappelait Xavier tout à l'heure. L'affaire a été pliée en 6 mois. Alors, ça n'a pas été par référendum, ça a été par ratification parlementaire, mais ça peut aussi se refaire par ratification parlementaire. En 2012, l'affaire a été pliée en même pas un an. On a commencé à en discuter fin 2011. L'été 2012, tout était plié. Entre les deux, il y avait eu une élection présidentielle française, qu'importe. Tout avait été réglé et avec des modifications qui sont des modifications extrêmement substantielles. Parce que par rapport aux critères de Maastricht sur les 3% de déficit public, on a fixé des critères beaucoup plus contraignants où il faut revenir vers 0,5% de déficit, ce qui veut dire en fait des excédents primaires très forts, parce qu'il y a des intérêts de la dette qui eux-mêmes font plusieurs points de PIB et peuvent atteindre l'Italie actuellement, malgré la détente sur les taux d'intérêt, paye encore 4-5% du PIB chaque année en intérêt de la dette publique, c'est-à-dire à nouveau, pour prendre mon unité élémentaire, 5 fois plus que le budget total de toutes les universités. Donc c'est quand même une folie. Après, on peut dire on va arranger les choses en libéralisant le contrat de travail ou en ouvrant les lignes d'autobus, mais bon, tous les jeunes ne vont pas devenir conducteurs d'autobus. Donc je veux dire, quand vous... l'autobus. Oui, non, mais ça peut être tout à fait utile. Mais en même temps, si on continue de mettre 5 fois plus de ressources publiques simplement à se rembourser à nous-mêmes des intérêts de la dette, et ce qu'on investit dans tout le système universitaire. Bon, le Erasmus, tout le monde aime beaucoup Erasmus, bon, c'est très bien, sauf que Erasmus, c'est combien? C'est 2 milliards d'euros par an, au niveau de toute l'Union européenne. Les intérêts de la dette qu'on se rembourse à nous-mêmes dans la zone euro, c'est 200 milliards d'euros par an. Et j'insiste sur le fait à nous-mêmes, parce que parfois on s'imagine dans le débat public en France que nous sommes tous possédés par le reste du monde, par l'émir du Qatar ou la Banque de Chine ou les fonds de pension californiens ou je ne sais quoi. Bon, alors... Ça arrivera peut-être un jour si on continue de faire des bêtises comme ça, mais on n'en est pas là. C'est-à-dire on est dans une situation actuellement où, globalement, la dette publique de la zone euro est une dette publique interne, dans le sens où c'est vrai qu'il y a des détentions croisées très importantes. C'est-à-dire que quand vous avez 10 000 euros ou 50 000 euros à BNP Paribas sur une assurance vie, vous allez détenir, parfois sans le savoir, une partie de la dette publique allemande, italienne, et de la même façon, des épargnants allemands, italiens vont détenir une partie de la dette française. Mais si on prend la zone euro dans son ensemble, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on se possède nous-mêmes, et même un peu plus, puisque les actifs financiers détenus en zone euro par le reste du monde sont plus faibles que les actifs financiers détenus par des résidents de la zone euro dans le reste du monde. Donc même, on possède un peu en partie le reste du monde. Ce qui n'est pas très étonnant, dans le fond, que les pays riches, les pays européens soient riches et détiennent plutôt une partie du reste du monde plutôt que d'être détenus. Mais parfois, on le perd de vue. Donc libre à nous de nous organiser différemment. Je pense que quel serait l'intérêt de l'Allemagne, pour finir, d'accepter ce type de proposition de refondation démocratique de la zone euro? Je pense qu'on ne fera pas l'économie d'un certain bras de fer avec l'Allemagne. C'est-à-dire que je pense que le gouvernement français, en 2012, aurait dû, mais il est toujours possible aujourd'hui, dire clairement que cette idée que le niveau, en particulier du déficit public, peut échapper à la délibération démocratique est une idée folle. Et une idée de l'expérience des 5 dernières années, en particulier, a montré que ça n'a pas bien marché. C'est-à-dire, si on fait la comparaison quand même avec les États-Unis sur les 5 dernières années, c'est quand même très clair. Il y a 5 ans, on avait le même niveau de déficit public, le même niveau de chômage. Et depuis, parce qu'on a voulu appliquer des critères rigides, on a le chômage qui a explosé en zone euro alors qu'il a diminué aux États-Unis. Donc après, on peut dire c'est parce que le marché du travail est trop rigide, tout ça, sauf que c'était le même marché du travail il y a 5 ans.
Donc il y a des réformes qui sont nécessaires sur le marché du travail et tout ça, mais il faut quand même commencer, ce serait quand même beaucoup plus facile de faire ces réformes si on commençait par reconnaître qu'il y a des erreurs qui ont été commises en termes d'austérité en zone euro, que même le FMI a reconnu. Et donc là, par rapport à l'Allemagne, il ne s'agit pas de dire que l'Allemagne est seule responsable de ces erreurs. Là, si la France les avait refusées, ces décisions n'auraient pas été prises, mais il y a quand même un bras de fer avec l'Allemagne où on met sur la table une proposition de choix à la majorité dans une chambre parlementaire de la zone euro du niveau de déficit. Je pense que beaucoup de gens en Allemagne, d'abord, seraient pour ce type de proposition. Beaucoup seraient inquiets, mais en même temps, ce serait difficile de s'y opposer de façon frontale, parce que c'est quand même difficile de s'opposer à un principe démocratique aussi élémentaire de façon frontale. Et donc je pense qu'un compromis devrait être trouvé. Pour finir, l'Allemagne a elle aussi quand même de gros soucis de constitutionnalité et de manque de légitimité démocratique dans la mise en place de l'union bancaire, du mécanisme européen de stabilité, donc a besoin aussi de façon interne. Et puis aussi, l'Allemagne peut finir par se rendre compte que même si elle va un peu mieux que les autres pays de la zone euro, elle a un niveau de croissance là, cette année qui est 2 fois plus faible qu'au Royaume-Uni, qui est en dehors de la zone euro. Donc si tout ça continue, pour finir, tout ça n'est pas dans l'intérêt de l'Allemagne. Mais je pense qu'on n'échappera pas à un moment à un débat qui sera forcément un peu compliqué. Et si par malheur l'Allemagne devait pendant des années refuser toute perspective d'union démocratique de la zone euro, de parlement de la zone euro, là je pense que les arguments de ceux qui veulent la sortie de l'euro deviendraient quand même extrêmement forts. Donc, je ne pense pas que c'est ce qui se produira, mais bon, voilà, je pense qu'il faut que les choses soient dites, soient mises sur la table, et puis, bon, pour finir, je pense qu'un compromis pourrait être trouvé. Oui, un compromis pourrait être trouvé. Enfin, votre question, il y a un point qui est important, c'est ce qui est connu comme la question de la tyrannie de la majorité. En tout cas, éviter la tyrannie de la majorité. Donc, est-ce qu'un système démocratique ne va pas conduire à ce qu'une majorité, les pauvres, décident tous ensemble qu'ils vont aller extorquer les riches. C'est un gros problème qui s'est posé au moment de l'installation des démocraties, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, parce qu'il y avait beaucoup de pauvres, et quelques riches, très riches, et le passage à la démocratie pouvait paraître comme très dangereux pour les riches. Donc pour répondre à la tyrannie de la majorité, il faut une constitution des éléments de constitution, des principes qui défendent les minorités, en leur donnant des droits, et ces droits sont des droits qu'on va défendre avant tout. Donc même si une décision de la majorité est que les femmes doivent rester à la maison, s'il y a dans la constitution... Enfin, c'est un mauvais exemple. Bon, enfin, au moins théoriquement, ça devrait marcher, même s'il y a une majorité qui est pour que les femmes restent à la maison. Il suffit qu'il y ait un principe d'égalité dans la Constitution pour que les femmes puissent faire ce qu'elles veulent. Donc, voilà, ça c'est la réponse. Tout le problème, c'est qu'est-ce qu'on doit mettre dans la Constitution et qu'est-ce qu'on peut sortir de la délibération démocratique. Voilà. Je pense que le choix du déficit public, le choix de l'impôt sur la société ne peut pas être sorti de la délibération démocratique. Par contre, ce qu'on peut proposer aux Allemands, c'est de dire, il y a un principe aujourd'hui, tant que la zone euro n'est pas une fédération, qui est l'absence de transfert entre États. Ça, c'est un principe qu'on peut poser très haut. Oui, mais alors sauf que tu as dit tout à l'heure qu'il y avait eu des transferts en direction de l'Allemagne. Donc, pas de transfert. Alors, mais ça, on le pose comme principe. Après, il va falloir l'évaluer. Oui, c'est ça. On l'évaluera. Oui. Peut-être qu'on se rendra compte qu'en fait, c'est l'Allemagne qui a bénéficié de transferts. Et donc, l'application de ce principe conduira à réviser ce qu'on a fait en disant, en fait, l'Allemagne a une forme de dette vis-à-vis d'un certain nombre de pays. On pourra, en posant ce principe, qui est un principe très important parce que c'est celui qui nous sépare de la fédération, et donc en disant, voilà, pour le moment, dans l'histoire actuelle de la construction européenne, ce principe, il est indépassable et il est garanti à chacun des États, on peut dire, pour évaluer, délibérer et décider autour de ce principe, il nous faut une démocratie qui s'engagera à respecter ce principe. Et à ce moment-là, ce n'est pas dit que ça soit aux avantages, que ce soit à l'avantage de l'Espagne ou de l'Italie. C'est-à-dire que c'est pas cette construction d'un parlement de la zone euro, il n'est pas là pour dire aux Italiens et aux Espagnols, c'est bon, vous pouvez y aller, faites des déficits, l'Allemagne paiera. Ça ne doit pas être ça, un parlement de la zone euro. Parce que si c'est ça,
les Grecs resteront, mais les Allemands partiront, quoi. Donc, or, ce qu'on veut, c'est que tout le monde reste. Et donc, pour que tout le monde reste, il faut se mettre d'accord sur un certain nombre de principes. Peut-être ce principe, il n'est pas le bon. Peut-être que ce principe, on voudra revenir dessus. Mais la question de la tyrannie de la majorité, elle est importante. Et pour y répondre, il faut placer ces principes, les placer de la façon la moins quantifiée possible. Parce que quand on dit il n'y aura pas de transfert, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de transfert pendant un certain temps, et puis ensuite ça se rétablit, etc. On peut imaginer des transferts temporaires. On peut imaginer des transferts volontaires. Mais on n'imposera pas de transfert à un État au bout du compte. Ça, c'est un principe qui reste suffisamment flou pour pouvoir être exercé, et en même temps qui donne une garantie très forte aux Allemands, aux Français, aux Néerlandais, et qui peuvent leur dire, vous gagnez à cette chose-là. Parce qu'aujourd'hui, ils sont confrontés à des choses qui leur déplaisent énormément, qui sont, soit vous foutez en l'air la zone euro, soit vous payez pour les Grecs. Et ça, ils se disent, comment je concilie ça avec pas de transfert? Peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse exactement à comment on pourrait concilier ça avec pas de transfert. En disant, peut-être c'est pas un transfert, parce que de toute façon, on va perdre plus. Si on a le principe de pas de transfert, ça veut dire que si demain, quelqu'un demande la même chose, mais avec moins d'arguments, on ne l'acceptera pas, enfin, etc. C'est ça, la démocratie. C'est la possibilité de délibérer et de juger. C'est pas de donner tous les pouvoirs à une majorité temporaire qui se constitue autour d'une question au bout d'un moment. C'est véritablement dénoncer nos principes et de mettre en place les institutions qui écrivent les lois qui permettent d'appliquer ces principes. Pas de distribuer les revenus des uns aux autres. Sur la question des transferts, vous aviez l'air moins catégorique que Xavier Timbaud sur l'interdiction des transferts. Il a raison, il faut que ce soit écrit, mais d'une façon qui puisse permettre à l'interprétation. Après, il faut voir le pouvoir qu'on donne à la Cour de justice ou à des instances extra-politiques, extra-parlementaires, pour interpréter les limites de ce principe d'absence de transfert. En pratique, le problème, c'est que pour décider si ou non il y a transfert, tout dépend du point de référence qu'on se donne. Donc, si vous sacralisez les prix du marché, et en particulier les taux d'intérêt fixés par les marchés financiers, alors vous dites, bon voilà, il est juste et bon que tel pays ait payé 0% de taux d'intérêt et tel autre pays 6% de taux d'intérêt, et ce n'est pas un transfert. Mais ce que disait Xavier tout à l'heure, c'est en fait, si c'est un transfert, le fait que tel pays, en l'occurrence l'Allemagne, ait pu payer 0% pendant d'autres payaient 6%. Donc, est-ce qu'il y a transfert ou pas quand chaque pays a obtenu sur le marché des taux d'intérêt différents? Bon, une vision visant à sacraliser les prix du marché consisterait à dire non, c'est tout ça, et voilà, c'est la loi du marché. Bon, en fait, le marché, mettre un taux d'intérêt, mettre des différentiels de taux d'intérêt sur différents pays qui sont dans la même union monétaire, c'est quelque chose de totalement... voilà, même avec des centaines de thèses de sciences politiques, vous voyez, il faudrait calculer la probabilité de défaut de tel ou tel pays. Bon, en pratique, le marché, il s'incarne dans une poignée de traders qui doivent décider dans leur banque ce tel ou tel matin, tiens, combien on va mettre sur la Grèce, combien on va mettre sur l'Italie. C'est un système tout simplement absurde qui nous conduit dans le mur, et la seule bonne solution, c'est, en l'occurrence, à partir du moment où on a une monnaie unique, d'avoir aussi un taux d'intérêt unique, ce qui ne veut pas dire qu'on rembourse les dettes des autres. Il y avait cette proposition de fonds de rédemption des dettes publiques européennes. Alors, je ne sais pas si le mot rédemption était très bien choisi, mais ça venait d'Allemagne, donc il y avait ce côté, c'était des économistes allemands qui avaient fait cette proposition, mais au moins l'idée était intéressante, c'était de dire on met ensemble toutes les dettes publiques dépassant 60% du PIB pour tous les pays européens, y compris l'Allemagne. D'ailleurs, le plus gros contributeur au fond en milliards d'euros, ça aurait été l'Italie, suivi de l'Allemagne, puis la France, l'Espagne et la Grèce bien après, parce que c'est tout petit, la Grèce en poids total de dette, en milliards d'euros. Mais alors, dans cette proposition, ce qui est intéressant pour illustrer cette question de transfert ou pas transfert, il n'y aurait pas eu de transfert, c'était une proposition allemande, comme je disais, il n'y aurait pas eu de transfert dans le sens où on garde des comptes séparés pour savoir combien chacun a mis en milliards d'euros dans le fonds et combien ensuite chacun doit rembourser en termes de recettes fiscales qui est affectée à ce fonds pour rembourser cette dette commune. Donc il n'y a pas de transfert. Mais par contre, il y a un taux d'intérêt commun. Et donc les transferts dont parlait tout à l'heure Xavier disparaîtraient puisque un pays ne pourrait pas bénéficier au détriment d'autres de facto d'un taux d'intérêt plus faible. Et donc donc là c'est ça ce sur quoi il faut se mettre d'accord. C'est-à-dire que là en l'occurrence, OK pour garder des comptes séparés sur combien chacun a mis dans le fonds.
Voilà, au moins on a une sécurité, à chacun une sécurité absolue, qu'il aura un taux d'intérêt, le même taux d'intérêt que tout le monde. Parce que le système actuel, enfin ce dont on s'est rendu compte, juste quand même pour bien avoir les choses en tête, c'est qu'on s'était dit en faisant la monnaie unique, il n'y aura plus de spéculation sur les taux de change et donc au moins les pays seront à l'abri de la spéculation sur les taux de change. Sauf qu'on s'est rendu compte pendant la crise que cette spéculation sur les taux de change était remplacée par une spéculation sur les taux d'intérêt qui sont en fait, en fait c'est encore pire d'une certaine façon parce que quand vous avez une spéculation sur votre taux de change, vous pouvez toujours prendre les devants en dévaluant votre monnaie pour essayer de relancer la machine. Alors que là, quand vous êtes dans la monnaie unique, vous ne pouvez plus dévaluer votre monnaie, ce qui aurait été quand même la solution simple, notamment pour les pays d'Europe du Sud, pour relancer la machine. Et vous êtes soumis à des différentiels de taux d'intérêt. Alors ça peut paraître abstrait, tout ça, mais à nouveau, les sommes qui se trimballent dans cette histoire, c'est plusieurs points de PIB, donc plusieurs budgets de l'enseignement supérieur, plusieurs budgets de l'éducation nationale. Et avoir une délibération démocratique sur les efforts à répartir en Grèce, en Italie, en Espagne, quand vous avez comme ça une incertitude de plusieurs dizaines de milliards d'euros sur ce que vous allez devoir repayer en dette à l'horizon 3, 4 ans, 5 ans, c'est juste mission impossible. Et donc voilà, d'accord pour le principe pas de transfert, à condition de bien se mettre d'accord sur le fait que c'est par référence à, en l'occurrence, un taux d'intérêt commun. Oui, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Je voudrais juste rentrer un peu dans la cuisine et peut-être formaliser un peu ça. En fait, cette histoire de transfert, on peut voir ça comme une négociation entre les États membres de la zone euro. Chacun a une position pour dire « j'estime que c'est moi qui ai transféré » ou c'est... Voilà, que si j'ai pas reçu autant que tu dis, etc. Donc il y a un problème de négociation, d'arriver à se mettre d'accord. Alors ce problème de négociation aujourd'hui, il est traité par des jeux de poules mouillées. C'est-à-dire si tu n'acceptes pas ma proposition, je vais tout foutre en l'air. Et ça, c'est des modes de négociation qui sont épouvantables, parce qu'on sait que ça n'aboutit pas à des réponses saines. Alors un Parlement de la zone euro, il pourrait aider dans ce cadre-là, en disant, je constate qu'il y a des problèmes de négociation entre les États, ils sont souverains, donc je ne peux pas décider à leur place, mais par contre, mon rôle, c'est d'être l'arbitre dans cette négociation, d'entendre les arguments des uns et des autres, et de délibérer, et éventuellement de voter pour dire, voilà la position de négociation qu'on va arrêter. Et ça, c'est un processus, c'est une procédure qui permettrait de trouver des solutions aux problèmes qui se posent et qui sont des problèmes aigus entre les États européens en leur donnant d'autres instruments que de menacer de claquer la porte à tout instant. Donc c'est dans ce sens-là où le citoyen européen, qui serait représenté par ce Parlement de la zone euro, peut avoir quelque chose à dire parce qu'il s'extrait en quelque sorte de sa nationalité et il peut effectivement jouer ce rôle d'arbitre. Et ça... c'est un processus qui aujourd'hui n'existe pas à l'intérieur de la zone euro et qui, à mon avis, met la zone euro dans un état inflammatoire dont on peut ne pas survivre, auquel on ne peut ne pas survivre. On va prendre 2 dernières questions, s'il vous plaît, assez brèves. Complètement par hasard, j'avais assisté en 2009, lors des rencontres économiques à Aix-en-Provence, il y avait Jean-Claude Trichet qui nous avait dit à ce moment-là que lui, il était pour que la Grèce parte en défaut de paiement. Il avait dit comme ça, brutalement. Moi, j'étais vraiment surprise. Donc, quid de qu'est-ce qui se serait passé si on avait fait ça? Et de facto, on y arrive. Donc, si vous pouviez commenter là-dessus. Oui, et une petite question. En fait, à la création de la zone euro, les Américains ont fait un petit rapport d'étonnement en disant comment est-ce que c'est possible qu'une zone monétaire puisse fonctionner sans qu'elle soit optimale. C'est-à-dire sans qu'il y ait globalement libre circulation de l'outil de production, capital et travail, puis qu'il n'y ait pas un budget commun qui permettrait de corriger notamment les chocs asymétriques qui interviendraient au sein de la zone. Alors comment est-ce possible ? Justement, oui, la réponse c'est que ça fonctionne mal, mais il ne faudrait pas leur donner raison pour finir. Et je pense qu'il faut, il faut trouver les moyens de corriger ces défauts initiaux. Est-ce qu'on va vers l'explosion, une sortie de la Grèce, un défaut de paiement de la Grèce? Je crois que c'est très difficile de dire. En tout cas, moi, je veux croire que le gouvernement français finirait par s'opposer à une telle solution si elle devait arriver. Mais
c'est dur d'être, franchement, c'est dur d'être sûr. Là, on a vraiment perdu 5 mois. Il y a clairement beaucoup de personnes en Allemagne qui ont fini par se convaincre que c'était la bonne solution. Ce qui, je pense, serait une énorme erreur. Parce qu'à partir du moment où on laisserait un pays sortir, je pense qu'on rentrerait on ne ferait que renforcer l'extrême méfiance vis-à-vis de la zone euro dans son ensemble. Parce que là, on est dans une situation comme si on est toujours dans la récession, dans une croissance quasi nulle. C'est qu'on a plein d'investisseurs qui ne font pas confiance à la zone euro, qui préfèrent ne pas investir, qui préfèrent mettre leur argent dans un coffre à la Banque Centrale Européenne et même payer un taux d'intérêt négatif qui revient à payer le coffre pour mettre l'argent au chaud en disant bon, je le retrouverai dans quelques années quand les choses iront mieux, mais qui ne veulent pas investir, car ils ne le font pas du tout confiance. Cette crise de confiance très forte, elle ne serait qu'aggravée par une sortie de la Grèce, et on se demanderait immédiatement quel sera le pays suivant qui sortira. À chaque élection en Europe, au Portugal, ailleurs, on se demandera qui sera le prochain pays sur la liste, et je pense que ce serait vraiment le début de la fin, enfin sans doute d'une très longue fin, mais ce serait un échec terrible. Donc je pense que finalement la raison va prévaloir, mais franchement, c'est difficile d'être sûr. Et je pense que le gouvernement français actuel a une énorme responsabilité dans son silence, simplement, dans son espèce d'absence de position. Et moi, c'est ça qui me frappe le plus lorsqu'on voyage dans les différents pays européens, qu'on rencontre des responsables ici et là, où tout le monde vous dit, mais voilà, pourquoi on n'entend rien? La France ne propose rien. On a l'impression que les dirigeants français de gauche comme de droite, finalement, sont complètement tétanisés par rapport au marché financier, se disent finalement la seule chose qui peut nous permettre de nous sauver, c'est de nous tenir au chaud le plus près possible de l'Allemagne et de suivre ce que dit l'Allemagne, ce qui en fait qui n'est pas ce que demande l'Allemagne, c'est-à-dire que quand on voit des parlementaires allemands du SPD, mais aussi de la CDU, ils vous disent que, bon, eux, en interne, c'est très difficile par rapport à leur opinion allemande, de faire des propositions de réforme des traités, mais que, ils aimeraient que des propositions viennent de la France. Alors bon, c'est un jeu un peu hypocrite et un peu absurde, mais je pense que c'est en partie la réalité. Oui, je pense que quand Trichet a dit ça, d'ailleurs il continue à le dire, hein, il dit une autre chose, il dit de toute façon on n'aurait jamais dû laisser les Grecs rentrer. Et puis il continue à dire des choses épouvantables ensuite sur les Grecs, dont je vous passe les détails, qui n'ont rien à voir avec l'homophobie, mais qui quand même font preuve d'une forme assez avancée de racisme. Voilà, sur le thème, quand on regarde l'histoire des Grecs, il ne faut pas s'étonner qu'on en soit là. Et en fait, ils sont pas mûrs pour l'euro, pour la démocratie, pour les finances publiques. Ils ne sont pas mûrs. C'est des gens qui vivent mieux en dictature qu'en démocratie. Enfin, moi, j'ai entendu Trichet dire ça. Bon, ok, on peut le penser. Je veux dire, on a le droit de penser tout ce qu'on veut aujourd'hui. Donc, voilà, je pense que entre personnes de bonne volonté, aujourd'hui, c'est notre devoir de trouver une autre solution que celle-là. Et cette solution, elle coûtera à la Grèce, elle coûtera à l'Allemagne, elle coûtera à la France aussi, parce que de toute façon, ça va coûter. Il faut que chacun accepte que ça coûte. Et puis, il faut arriver à bâtir une histoire selon laquelle on s'explique, on comprend bien qu'on n'a pas créé de précédent en la matière qui permet à n'importe qui de demander n'importe quoi dans le futur, parce que c'est ça aussi qu'il faut préserver. Bon, voilà, et je partage l'inquiétude de Thomas là-dessus, c'est que tout le monde a cette sourde inquiétude en lui, mais ça n'avance pas, et pas du tout, parce que justement, on n'arrive pas à bâtir cette explication selon laquelle ça serait exceptionnel. On va prendre en charge une partie du problème grec parce qu'on en est responsable pour partie, parce qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient et qu'ils continuent à faire ce qu'ils peuvent, et que voilà, il faut trouver une forme de réconciliation avec eux et avec nous-mêmes dans tout ça. Mais que si on n'arrive pas à se réconcilier ni avec eux ni avec nous-mêmes, la suite, elle sera celle que raconte Thomas. Ça prendra 10 ans, 20 ans, mais c'est inéluctable. Et ça donnera raison aux Américains, qui, avec des raisonnements assez théoriques et donc qui ne tiennent pas debout, nous ont expliqué qu'une zone monétaire optimale, c'était la seule condition pour qu'une zone monétaire tienne. Enfin, l'histoire humaine, elle
elle n'est pas de constater qu'il y avait une zone monétaire optimale et de dire qu'il fallait faire la monnaie unique. Elle est de construire un projet politique qui n'est pas une zone monétaire, mais qui est une puissance souveraine dans la mondialisation, dont la monnaie est un des attributs, mais pas le seul. Et ça, il n'y a aucune théorie qui nous permet de dire que l'Europe n'était pas, de ce point de vue-là, la bonne granularité. Et au contraire, je pense que tout concourt à ce que ça soit la bonne granularité. Donc il ne faut pas se laisser leurrer par ces discours qui se parent d'arguments théoriques qui tiennent sur pas grand-chose pour nous expliquer que les États-Unis ont pu se créer alors que l'Europe ne pourra pas se créer. J'ai encore lu il n'y a pas longtemps, les États-Unis, c'est parce qu'il y a une homogénéité linguistique aux États-Unis. Alors de l'autre côté, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'en fait, à cause de l'immigration, l'homogénéité linguistique aux États-Unis est en train de disparaître. Je veux dire, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut dissoudre les États-Unis maintenant qu'il y a plusieurs langues aux États-Unis et que le fait qu'il y ait plusieurs langues en Europe serait un obstacle à la création de l'Europe. Alors que, enfin bon, je veux dire, tout ça n'est pas sérieux. Enfin, oui, il n'y a rien de naturel dans les zones monétaires, il n'y a rien de naturel dans les institutions économiques, il n'y a rien de naturel dans le fait qu'il y a une solidarité naturelle entre les gens d'Île-de-France et les gens du Limousin, et non pas avec les gens de Bavière et les gens de Grèce, Portugal. Tout ça, c'est construit socialement, historiquement, institutionnellement, et donc ça peut être reconstruit. Voilà, tout ça, la bonne nouvelle, c'est que c'est ce qu'on en fera tous. Il n'y a rien d'inéluctable dans aucune de ces choses. Merci beaucoup.